Bonjour à tous. Donc, comme on vous le disait, je suis ici en tant que membre du CLUSIR et notamment cette association. Donc, je vais vous en dire quelques mots pour que vous ayez une idée un peu de ce que représente le CLUSIR à Tahiti. Voilà, le CLUSIR, donc ça fait plus de 10 ans. Hein. C'est un club de la sécurité informatique de la région. On se base sur toutes les problématiques de sécurité. On est regroupé avec des professionnels, mais aussi des informaticiens, des éducateurs et aussi des personnes de la vie civile qui viennent dans cette association. On se regroupe et on travaille sur des thèmes qu'on met en avant. Depuis 2 ans, on travaille sur notamment accompagner les jeunes et les étudiants dans leur vie numérique, entre guillemets. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens, c'est plus dans ce cadre-là, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de problématiques en termes de sécurité informatique pure. Donc on reviendra là-dessus. Donc le CLUSIR, reconnaissance d'intérêt public. Voilà, donc on fait des échanges, on propose des actions, on sensibilise les dirigeants, on réalise des ouvrages et on communique. On a fait l'année dernière une conférence pendant 3 jours sur la cybersécurité en Polynésie. Et on veut contribuer au programme d'éducation. Et dans ce cadre-là, on met en place un certain nombre de présentations au niveau local. On est des professionnels de la sécurité informatique, ce qui veut dire qu'on a une relation directe avec les problématiques de sécurité au sein des systèmes d'information, des entreprises et des institutions du territoire. Donc on a ces remontées qui arrivent, qui nous permettent d'avoir une vision assez globale des problématiques qu'on rencontre sur le Fénois. D'accord ? Alors pour revenir à l'IA, beaucoup d'enseignants que j'ai pu rencontrer m'ont dit que c'était un effet de mode, que tout le monde allait passer à autre chose au bout d'un moment. C'est pas le cas. L'IA n'est pas un effet de mode. L'IA va se positionner dans le secteur non seulement de l'éducation, mais dans tous les secteurs de la société civile. Dans votre cas, dans le cadre d'un rôle d'un enseignant, vous avez un double rôle. Le premier rôle, c'est bien utiliser l'IA, d'accord, à bon escient et d'une façon éthique, d'accord. Et le deuxième rôle, c'est de transmettre et d'apprendre à vos élèves à bien utiliser l'IA. Donc vous avez une double compétence à avoir, d'accord. Et ça, c'est quelque chose que on n'acquiert pas forcément directement. Il faut effectivement s'informer, se former pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Je vais essayer de vous donner quelques clés d'utilisation. Alors, pourquoi on est concerné par la sécurité au niveau de l'IA? Pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation européenne qui est applicable en Polynésie depuis 2019, qui est le RGPD. Le RGPD vous oblige à certaines règles, d'accord, avec des contraintes d'amende et de financières, notamment, si vous ne l'appliquez pas, d'accord, et des sanctions. Donc, je ne sais pas combien de personnes ici, dans la salle, utilisent l'IA, une IA particulière ou l'IA. Qui utilise l'IA, par exemple? Tout le monde, j'ai l'impression. Un petit peu. Voilà. Quel type d'IA vous utilisez? Gemini. Donc, Gemini, c'est Google. Après. Claude. Anthropic. Ah, c'est quoi?
Mistral, oui, Mistral c'est français, donc ça c'est bien déjà. ChatGPT, ouais. Gamma c'est pour la fabrication de slides. Yama, de Meta. Voilà, donc on a, oui. C'est ChatGPT derrière, ça dépend du moteur. Des fois ils changent, hein, comme ils ne vous disent pas exactement ce qu'il y a derrière, ils utilisent ce qu'ils veulent. Hein, voilà. Donc la réalité pour vous, en tant que professeur ou professeur des écoles, donc vous utilisez peut-être pour faire des plans de cours ou faire des devoirs ou des choses comme ça. Le danger que vous avez, c'est effectivement la problématique du copier-coller, c'est-à-dire que c'est très simple, hein, on demande à ChatGPT quelque chose, on le récupère, on le prend, on le colle dans notre cahier, puis on y va, hein, c'est très facile. Hein. Mais lorsqu'on fait ça, effectivement, on envoie des données sensibles au serveur, plutôt américain d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Mais les Chinois sont là, hein, les Chinois ont des serveurs aussi, ils récupèrent un maximum de données. D'accord ? Et ça, dans le cadre du RGPD, vous n'avez pas le droit. Par rapport à la ligne rouge absolue, hein, normalement, vous ne devez jamais mettre de nom, de prénom d'élève, jamais de données de santé, les PAI, les PAP, etc. Hein. Jamais de photos d'élèves dans un IA public. D'accord ? Et jamais de données sociales familiales. Donc ça, c'est important, c'est normalement la ligne de rouge à ne pas dépasser. D'accord ? Ce qui est autorisé, plus ou moins, c'est de mettre des données anonymisées, c'est-à-dire qu'on ne met pas les noms et les prénoms, non ? Des contenus de cours génériques, l'utilisation des programmes officiels, les exercices types sans mention d'élèves. Ça, c'est ce qui est relativement autorisé. Alors vous me direz, si on ne peut pas utiliser les IA qu'on utilise tous les jours, quels sont ceux qu'on va utiliser aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont promus par l'éducation nationale et le système français. Vous avez Albert, d'accord, qui est donc l'IA de l'État français, conçu par les agents publics, hébergé en France. Il garantit les données, que les données sont maintenues et non envoyées à l'extérieur. D'accord. VitaScience, c'est aussi une IA, plateforme française, hein, qui respecte le RGPD, parfait pour initier les élèves au codage et à l'IA, sans inscription invasive, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas les données, hein, et l'hébergement est sécurisé sur leur serveur. Après, il y en a un certain nombre d'outils, hein, il y en a d'autres, hein, je vais vous en parler d'un autre après plus pratiquement, qui s'appelle Duc AI, vous connaissez peut-être, qui est beaucoup plus pratique et facile à utiliser. Et bien sûr, vous avez les applications de l'éducation nationale, hein, normalement, qui doivent être, je dirais, sécurisées pour éviter que vos données partent à l'extérieur. On parle bien d'ici, hein, de souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on veut garder nos données avec nous. Si vous commencez à donner des informations, je vous prends l'exemple d'une société qui va utiliser l'IA publique pour travailler sur ses process. D'accord ? Ses process de fabrication, il va sur l'IA, il lui pose des questions, il lui explique comment il fonctionne, il lui demande comment il peut s'améliorer. Et tous ces process se retrouvent sur des serveurs américains ou autres,
et ils sont analysés, et ils sont traités, et ils sont mis en concurrence avec leur process interne au niveau des États. D'accord ? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez enrichir les process d'autres sociétés extérieures. C'est le même cas dans l'éducation nationale. Si vous faites la même chose en mettant des éléments que vous utilisez, qui vous sont propres, sur des IA publiques, vous donnez l'information à ces IA publiques. Tout ce que vous mettez sur un moteur d'IA public est utilisé par ce moteur d'IA. Il n'y a pas de compromission. Hein. Alors, c'est effectivement difficile hein, dans tout ça. Moi, j'enseigne pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais à l'université. Je fais un exercice de maths au tableau. Je vois un élève au fond de la classe qui est sur son téléphone. ChatGPT. Il est sur son ChatGPT et il répond à ma question avec ChatGPT. Comment on peut faire en sorte que ces jeunes arrêtent de systématiquement aller chercher la réponse avant de réfléchir à une réponse? Ça, c'est vraiment notre problématique aujourd'hui. Vraiment. Donc, sur la partie IA, hein, je veux dire, il faut effectivement que l'élève se sente concerné. C'est-à-dire que si vous l'accompagnez pas, il va partir, il va l'utiliser comme il veut. Si vous l'accompagnez, vous devenez éducateur et vous lui donnez des bonnes pratiques. D'accord ? Donc, il y a une façon de faire. On peut faire, par exemple, une co-construction de charte d'utilisation de l'IA en classe. Ça peut se faire. Donc, on travaille avec les élèves, on discute, on essaye de faire une table ronde, ce qu'on appelle la World Café. On discute de ça, on essaye de faire un document qui permettra de dire, ben voilà, comment je l'utilise et dans quel domaine. D'accord ? C'est pas simple à mettre en place. C'est une concertation, mais c'est des nouveaux outils, il faut à tout prix essayer de les utiliser à bon escient. Donc, j'avais mis, a-t-on le droit d'utiliser IA pour les devoirs à la maison? Si oui, comment doit-on le citer? J'ai le droit d'utiliser l'IA pour avoir des idées, mais c'est moi qui rédige la version finale. La rédaction finale, effectivement, doit être faite par l'élève et non par l'IA. Alors, juste petite astuce, hein, si vous récupérez des informations d'un élève très détaillées, prenez-les, copiez-les, mettez-les dans l'IA et demandez-lui si c'est elle qui l'a généré. Vous verrez tout de suite, il y a des réponses tout de suite. Les IA en plus mettent des espèces de caractères non visibles dans leurs réponses, ce qui permet de savoir que la correction vient de l'IA. Donc, essayez d'aller dans ce sens. Hein. Oui, j'ai mis un petit scénario pédagogique, mais bon, c'est un petit exercice, ce que j'appelle la battle des légendes. Donc, on fait découvrir l'IA et l'exercice, c'est demander une légende polynésienne. Par exemple, la légende du cocotier. D'accord ? Derrière, donc les élèves se mettent en groupe et travaillent et sortent la légende à partir de l'IA. Et après, on fait des comparaisons, d'accord, avec des livres. On peut aller récupérer hein, dans les CDI ou des ouvrages. Et le but dans tout ça, quand même, c'est de montrer que l'IA fait des erreurs culturelles. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la base. Hein ? Il n'a pas le savoir local. Donc ça, il faut vraiment l'intégrer hein, et essayer de leur faire comprendre que l'IA ne répond pas à toutes les questions d'une manière juste. D'accord ? L'IA vous aime. Hein. Il vous dira toujours que vous êtes beau.
Donc, vous inquiétez pas, vous serez toujours le plus beau de la Terre. Mais après, la pertinence de leur réponse n'est pas forcément dans le vrai. Effectivement, il faut utiliser l'IA plutôt comme un tuteur, hein, d'accord. On peut corriger les dictées en expliquant la grammaire et en lui demandant de faire un détail d'explication de la correction. Et là, il y a une éducation qui se fait, d'accord. Si on lui demande pas de faire ce genre de choses, il va vous donner la réponse tout crue et sans intérêt pour la personne. Alors, pour utiliser l'IA à bon escient, effectivement, il faut comprendre la bête, hein, pour ne pas se faire avoir. Le mythe de l'intelligence. L'IA est un perroquet stochastique. Il ne comprend pas le sens des mots. C'est simplement de la probabilité et des mathématiques. D'accord ? Il n'y a pas de compréhension derrière. D'accord ? Ça, il faut bien le prendre en considération. Lorsque vous demandez des références bibliographiques, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on vous donne une référence ou un lien pour une vidéo ou pour aller lire un ouvrage. Vous cliquez dessus et en fait, vous arrivez nulle part. Parce que l'IA, en fait, a inventé cette référence. Il l'a inventé, il l'a pris quelque part, il l'a repositionné, ça fait bien dans le rapport que vous recevez, d'avoir des références comme ça. Donc faites attention. Toujours vérifier les faits, surtout les dates historiques et les données scientifiques. Donc ça c'est une vraie problématique. Les biais culturels, bien sûr, comme vous le savez, la majorité des IA fonctionnent en anglais. Donc leur référence, c'est l'anglais. C'est pas du tout notre culture. Donc faites attention, souvent ils nous mettent des informations qui ne correspondent pas forcément à notre façon de voir les choses. Et surtout, ils n'ont pas la référence de la zone géographique où vous vivez, de vos élèves, de la façon dont vous enseignez. Donc ça, c'est important. On revient. Hein. Donc en général, si vous demandez à un Américain à quoi correspond un Français, il vous dira, c'est le monsieur avec le béret et la baguette et le saucisson. Et ça reste à ce niveau-là. Demandez lui à quoi correspond un Tahitien, vous verrez que c'est un sauvage avec des flèches et un arc. Donc quand vous savez ça, vous savez comment il fonctionne. Donc faites attention aux biais culturels. Notre responsabilité, je dis notre parce que je fais partie un peu de votre monde, même si je suis transversal. La fracture numérique, on a une vraie fracture, notamment ici, par rapport aux îles, parce que dans les îles, bien sûr, la connexion Internet est mauvaise. Donc, l'accès aux informations est beaucoup plus difficile. Donc, faites attention quand vous préparez l'usage dans des archipels éloignés, faites attention aux problématiques de connexion. D'accord ? Et des élèves qui n'ont pas forcément tous les outils numériques qu'il faut. D'accord ? Même à Raiatea, j'ai eu moi des problèmes dans les lycées, dans le lycée de Raiatea. Hein. On voit très bien qu'il y a une différence entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas. D'accord ? Alors,
Préserver la langue, bien sûr. Attention, forcément, il y a des choses qui passent hein, lorsqu'on demande de faire des traductions, des choses qui se passent pas forcément bien. Replacer l'humain avant tout, c'est une nécessité. L'IA est une chance, mais c'est aussi une remise en question de notre façon de fonctionner. Donc placer l'humain avant tout, je pense que ça fait partie de votre réflexion. L'IA ne remplacera pas le professeur. C'est pas vrai. Il y a des millions de cours qui existent sur Internet. Vous pouvez aller les chercher, qui sont générés par des IA. Ça ne remplacera pas un professeur qui explique les choses. Cette relation humaine, elle est nécessaire à l'apprentissage. D'accord ? L'IA n'a pas d'empathie. Le professeur va écouter son élève, va lui répondre en fonction de sa demande spécifique. L'IA, il va répondre sur une version générique. D'accord ? Sans empathie, ni de contexte local, ni de conscience éthique. On va parler un peu d'éthique aussi, oui, parce que l'éthique est quelque chose d'important, même si c'est quelque chose qui semble désuet de nos jours. L'éthique fait partie complète de ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui en tant que professeur. Le professeur qui utilise l'IA remplacera peut-être celui qui ne l'utilise pas. Ça, je suis d'accord. J'ai beaucoup de collègues que je connais qui m'ont dit « Moi, je veux pas entendre parler de l'IA. » Ils se trompent. Les élèves l'utilisent déjà. Donc, il faut être l'expert qui donne la voix à ses élèves. D'accord ? Quelque part, ils se trompent. Bon, on voit que j'ai entendu tout à l'heure que l'éducation nationale revenait sur le digital. Ils allaient réutiliser des cahiers pour écrire. Je ne sais pas comment ils vont réussir ça, mais ça me paraît difficile de faire machine arrière. Difficile. Les défis et les enjeux que l'on a avec cette problématique, c'est effectivement la fracture numérique et l'égalité des chances. Donc là, on est en plein. Hein. Nous, on est à 20 000 km du centre. Donc on a du mal à avoir toute l'information d'une façon fluide, même si il y a des améliorations. Hein. Vous avez vu que Google va mettre ses câbles bientôt. Donc on aura encore des câbles de plus. Donc les débits vont devoir augmenter, hein, mais on passe toujours par le même tuyau, hein, on passe par les États-Unis. Hein. Donc toutes nos informations passent par les États-Unis aujourd'hui. Hein. La cybersécurité et la résilience des systèmes, ça c'est une problématique plutôt technique, je dirais. Beaucoup d'administrations, d'écoles. J'ai été référent numérique hein, pendant un certain nombre d'années. Ont mis de côté cette partie sécurité. Même si ils essayent de le faire, il y a encore des grosses problématiques de sécurité dans les établissements. Ça va aller mieux, mais il y a du travail à faire. La souveraineté face aux GAFAM, ça on en parlait tout à l'heure, Google hein, est omniprésent avec ses comptes gratuits. La formation et l'accompagnement des enseignants. Une des problématiques que j'ai rencontrées, moi, lorsque j'ai enseigné, c'est de rencontrer des enseignants qui n'étaient pas formés. Je vous parle, par exemple, en seconde, il y a ce qu'on appelle les sections SNT, là, sciences numériques et technologiques. Les enseignants qui forment aux sciences numériques et technologiques ne sont pas forcément formés dans le système. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils restent sur ce qu'ils connaissent. Alors, si les profs de maths, ils vont parler des problématiques de maths.
avec du Python, à faire du code de Python, et puis ne pas balayer, alors que cette SNT, c'est vraiment une porte ouverte au monde numérique, puisque il y a 7 grands domaines, qui sont ouverts au numérique et qui permettent à vos enfants, justement, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe derrière la machine. Donc ça, c'est une problématique, la formation et l'accompagnement des enseignants. Bon, c'est pris en compte, hein, ça évolue aussi, mais je pense qu'il faut mettre un coup de rein à ce niveau-là si on veut que nos élèves soient performants. Et bien sûr, la protection des mineurs, hein, le cyberharcèlement et les contenus. Alors effectivement, ils veulent tout interdire. Hein. Comment on règle l'interdiction? Comment on bloque l'accès à un site à un enfant? Moi, sur Facebook, mes enfants, ils ont ouvert un Facebook pour le chien, un Facebook pour le chat, un pour la petite fille qui a moins de 3 ans. Voilà, et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il n'y a jamais eu de contrôle à part le fait de demander est-ce que tu as 16 ans. Alors j'ai vu qu'à Montpellier, il y a une start-up qui travaille sur l'identification de l'âge par rapport à la main, la paume de la main. Il paraît que ça fonctionne d'une manière incroyable et ça ment pas. Donc ils peuvent identifier l'âge en fonction de la paume de la main. Donc si le temps que ça vienne, je pense qu'on aura de l'eau qui passera sous les ponts. Mais c'est une façon de protéger cette partie-là. J'entendais beaucoup de gens aussi dire il faut protéger l'accès aux mineurs, mais si vous allez sur ne serait-ce que Twitter ou X, vous tapez n'importe quel mot interdit et vous verrez le résultat. Et vos enfants ont accès à ça. Les élèves ont accès à ça. Donc il n'y a pas de blocage particulier. Il faut qu'il y ait cette éducation qui va faire en sorte que l'enfant ou l'élève va se dire non là c'est pas bien, je suis pas au bon endroit. D'accord? Pour l'instant. D'accord? Et toujours cette histoire d'accompagner. Si vous accompagnez pas, forcément, ils vont essayer d'aller sur l'interdit. Un petit mot que j'avais repris, hein, restons les gardiens du savoir et de la culture, tout en embrassant les outils qui nous permettent de mieux enseigner. Donc ça, c'est une phrase, je ne sais même plus où j'ai récupéré d'ailleurs, parce que c'est pas de moi, mais j'aurais dû mettre la référence, mais je sais plus où j'ai récupéré, ça fait des années que j'ai récupéré ça. Les outils numériques sont des outils fabuleux qu'il ne faut pas mettre de côté. Il faut les utiliser à bon escient. C'est tout. Je vais passer un peu... je vous ai parlé tout à l'heure de DuckDuckGo. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Ouais, 1, 2, 3. Alors, c'est un moteur de recherche comme Google, comme les autres. Sauf que celui-là, protection, confidentialité, tranquillité d'esprit. C'est le thème de ce moteur de recherche. C'est-à-dire que tout ce que vous saisissez dans DuckDuckGo n'est pas enregistré et n'est pas traité par le moteur de recherche. C'est assez américain, mais c'est basé sur une open source. C'est-à-dire que la base du moteur, d'accord, est ouverte à tout le monde. Et donc, il a été travaillé dans ce sens. DuckDuckGo, ils ont ce qu'on appelle, ils ont ce qu'on appelle Duck AI. Duck AI, c'est un outil, donc, c'est un outil d'IA qui est en plus gratuit, hein,
avec un certain nombre d'informations qui sont intéressantes. Vous avez ici, là, la possibilité de changer le moteur d'IA que vous utilisez. Vous sélectionnez ici et vous pouvez prendre du ChatGPT, de l'anthropique, du chinois, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le moteur que vous utilisez ici, c'est un moteur qui est de votre choix. Qu'il faut prendre en considération, quel que soit l'IA que vous utilisez, c'est de venir là, ici, dans les préférences. Dans les préférences, il faut systématiquement demander à ce que l'IA n'enregistre pas vos informations. Par défaut, ils enregistrent tous les informations. Là, par défaut, il ne le fait pas. Lorsque vous rentrez sur Duc AI, il vous donne les informations. Donc, discussion gratuite et privée, rendue anonyme par nos soins. Aucun contre-requis. Bon. Les modèles que vous pouvez utiliser, GPT, Claude, Mistral, Llama. Donc, vous pouvez chercher le modèle que vous voulez utiliser. Il n'y a pas Albert. Non, parce que Albert, il le travaille en ce moment encore, les liaisons, ils sont encore en train de travailler dessus. Dommage. Vos conversations ne servent pas à entraîner l'IA. Donc là, on est sûr que rien n'est retenu. D'accord. Bon, après, il demande d'acquiescer. Voilà les réglages. Lorsque vous allez choisir le modèle d'IA, vous avez tous ces modèles d'IA qui sont disponibles. Vous pouvez faire des essais, d'ailleurs, si vous voulez savoir un peu comment fonctionne l'IA. Vous questionnez cette IA et vous changez de modèle à chaque fois avec le même texte. Et vous regardez qu'est-ce qui vous répond. Ça peut être intéressant. Même très intéressant. Donc là, il y a la partie paramètres de cette IA. Je vous montre ici, on a la possibilité de cocher l'option historique des chats. On peut garder le chat. Sauf que le chat qui est gardé là, c'est juste pour nous. Il est crypté quand il est envoyé. D'accord ? Donc c'est juste pour nous et il est stocké sur notre machine. Vous changez de machine, vous n'avez plus votre historique. Bon, après, il y a un certain nombre d'informations. Vous voyez qu'ici, il demande si vous voulez vous positionner. Après, effectivement, il y a des versions payantes. La version gratuite sert largement. Voilà, je voulais juste vous parler un peu de cette IA parce que je pense qu'elle mérite son utilisation, surtout lorsqu'on veut montrer à des élèves en cours l'utilisation de l'IA, et qu'on veut pas justement qu'ils s'enregistrent, qu'ils mettent un tas de choses à l'intérieur des moteurs. Donc c'est la façon la plus simple de le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié quelque chose. Je pense que j'ai oublié quelque chose. J'étais un peu vite. Bon, je suis à votre disposition pour les questions. Je pense que j'ai fait le tour, moi, de ma présentation. C'est bien sûr une présentation succincte, mais je peux répondre à vos problématiques de sécurité. Désolé, je ne vais pas mâcher les mots. Le package.ai, là, c'est très sécurisant. J'ai envie de poser la question, elle est où l'arnaque?
Alors, l'arnaque, elle est... Alors, il y a un monde numérique qui est le monde open source. Le monde open source, c'est le monde où les gens contribuent pour faire évoluer un système. Et DuckDuckGo fait partie de ce monde. C'est-à-dire que on contribue en faisant des réflexions. Si on a un problème sur le moteur, on dit voilà, il y a tel problème, comment on peut résoudre. Et eux peuvent soit nous fournir les sources, c'est-à-dire vraiment les sources du moteur, hein, et on les retravaille directement, soit ils les améliorent, et là ils demandent une autorisation d'amélioration. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur le monde open source. Hein. Mais là, il fait des requêtes API sur les modèles américains. Donc, les modèles américains reçoivent quand même les informations, non? Ils doivent conserver une copie. Ils peuvent conserver une copie, sauf que les accords qui sont faits avec les modèles là, si tu regardes les modèles, c'est pas les derniers modèles en fait. Hein. Donc, en fait, ils ont des serveurs sur lesquels ils ont installé leurs modèles. Du coup, je rebondis là sur une autre question. Mm-hmm. Est-ce que moi, par exemple, si je déploie un SaaS en local sur mon propre serveur, est-ce qu'il existe un service en ligne qui permet de faire des requêtes API sur les derniers modèles, parce qu'ils sont les plus performants, et qu'on puisse rester RGPD? Alors, il faut que tu fasses une moulinette. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle une moulinette, c'est-à-dire que tu fasses, dans ton API, tu fasses l'anonymisation des données. D'accord. C'est la seule façon de faire. Merci. Des questions? Oui, là on a parlé de Google, on n'a peut-être pas trop évoqué Microsoft et des données. Un petit peu avant l'IA, il y a quelques années, se sont développés les clouds, donc les nuages, pour pouvoir sauvegarder nos données. Là aussi, la majorité des serveurs sont hébergés aux États-Unis. Là aussi, il existe des clauses qu'on ne lit pas souvent. Dans quelle mesure on peut aussi se dire que nos données que nous ne copierions pas dans l'IA, mais qui sont hébergées sur des clouds, ne peuvent pas servir à alimenter des IA dans notre dos. Alors, voilà. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est mis sur le drive, les drives publics, style Google ou autre, hein, ces drives sont scannés systématiquement, les données sont analysées et sont récupérées par les hébergeurs. Donc, oui, tout ce que vous mettez sur Google Drive est utilisé. La preuve, mettez quelque chose qui parle, par exemple, je sais pas moi, de la perte de cheveux, vous verrez que très souvent, vous recevez des pubs sur la perte de cheveux. Ouais, ou voilà, pour faire pousser les cheveux plutôt. Ouais. Mais oui, tout est malheureusement. Alors, pour l'éducation nationale, vous avez un cloud de l'éducation nationale qui est en France, hein, qui est bien sécurisé normalement, hein, qui vous permet de faire du partage de données sans problème. D'autres questions? Là, pour les solutions. En marche. Poser une question un peu naïve. Est-ce que il n'y a pas de question naïve. Toi, justement, en tant que professionnel et de la sécurité, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA? Il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire savoir, et en conscience, savoir ce qu'on fait avec l'IA. D'accord? Les données qu'on leur fournit, tout ce qui est IA gratuit, on donne l'information aux gens. C'est nous les donneurs d'informations en fait. Hein. On nourrit l'IA gratuitement. Pendant des années, les modèles d'IA ont utilisé des petites mains pour faire par exemple la reconnaissance. Ils payaient, je sais plus, 0,01 centime
une personne qui cliquait, ça c'est un cheval, ça c'est un chien, ça c'est un... Voilà, ils ont fait ça pendant des années. Maintenant, ils récupèrent les données des gens qui vont sur le moteur d'IA et qui mettent leurs informations. Voilà. Et c'est là où ça devient problématique. La problématique qu'on a au niveau sécurité, c'est que vous allez mettre des informations concernant vos process d'utilisation de systèmes d'information. Ces données vont être partagées quelque part dans le monde numérique. Quelqu'un qui va vouloir vous attaquer, d'accord, il va aller et poser la question. Il va avoir toute l'information de votre système d'information. Et il va savoir par où rentrer. En ayant le détail. Parce que c'est vous avez fourni l'information. D'accord ? Donc il y a toute cette partie-là qu'il faut prendre en considération. L'IA est un outil fabuleux à partir du moment où on sait l'utiliser, on sait le paramétrer et on l'utilise d'une façon éthique. L'éthique fait partie des... Lorsque vous utilisez des informations d'IA, n'hésitez pas de mettre ça a été produit grâce à l'IA. D'accord ? En tant que prof, ce qui est intéressant, moi, ce que je vois de très intéressant par rapport à l'IA, c'est toute la partie préparation du cours. Toute la partie gestion des exercices qui nous prennent beaucoup de temps. D'accord ? Toute cette préparation, vous pouvez utiliser l'IA pour travailler à votre place, faire un schéma de travail. Vous sortir les exercices en fonction de votre cours, d'accord ? Et vous formatez directement la feuille d'exercice que vous pouvez imprimer directement en utilisant des outils tels que LaTeX ou des choses comme ça. Mais vous avez un gain de temps. J'ai une estimation, je pense que les 3/4 de la partie administrative, entre guillemets, de votre cours, vous pouvez utiliser l'IA. D'accord ? Ce qui vous permet de récupérer du temps pour aller sur la partie pédagogique, réellement. Et ça, c'est une nécessité, c'est d'aller vraiment au cœur de cette pédagogie pour accompagner nos élèves, je pense. Parce qu'on a tendance à avoir des problématiques qui nous bouffent ce temps, en fait. D'autres questions ? Merci. Ma question, c'est, bon, là, tu as présenté des outils intéressants. Dans Duck.ai, il y a un autre outil qui est quand même plus connu, c'est Mammut. Mammut, tu le connais certainement ? Oui. Oui. Et donc, pourquoi ne pas avoir fait ce choix de nous présenter plutôt cet outil pourquoi Duck.ai et pas Mammut ? Pourquoi Duck.ai pour Mammut ? Parce que j'ai une appétence plus sympathique au niveau de Duck.ai, c'est tout. Hein. C'est juste une histoire de choix. Hein. J'en ai pris un, et puis voilà. Conseille pas plus Duck.ai ? Non. J'ai pas de conseil particulier sur le modèle d'IA qu'il faut utiliser. L'IA s'adapte en fonction de vos besoins. Hein. Donc les gens qui font de la programmation vont travailler plutôt sur Claude aujourd'hui. Voilà, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. C'est un outil comme un autre. Parce que Mammut est en Europe, hein. Oui, quand même. Oui, hébergé en Europe. Alors que Duck.ai, si j'ai compris, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Donc, enfin, pour question confiance. Ouais, voilà. Moi, pour ma partie, je vais revenir un peu sur ma personne. Hein. Je suis Sylvain Bernu. J'ai fait de l'enseignement, donc je dis transversal. Hein. J'ai travaillé en lycée, mais je travaille aussi à l'UPF, au CNAM. Je fais des interventions au CNAM et à l'UPF. Ma spécialité, moi, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire que je suis informaticien, je suis ingénieur informatique de base.
Mais après, je me suis spécialisé en cybersécurité. Et donc, et ce que je fais spécifiquement, moi, c'est l'attaque des réseaux. C'est faire ce qu'on appelle des tests de pénétration. Et je fais l'analyse de l'attaque des réseaux. Donc, je suis vraiment dans ce monde un peu virtuel à part, dans lequel toute cette partie sécurité est pour moi quelque chose de relativement simple, même si j'essaye d'attirer l'attention sur la problématique au niveau des utilisateurs. Parce que beaucoup de gens mettent en place des systèmes sans savoir ce qui se passe derrière la machine. Et donc, quand on fait ça, eh ben, on est ouvert à toutes les opportunités. Sachez que lorsqu'on met une machine sur Internet en Polynésie aujourd'hui, vous mettez une machine, vous la branchez sur Internet, dans les 15 secondes, cette machine est scannée. C'est-à-dire qu'il y a un outil d'Internet qui va et qui balaye et qui tombe sur votre machine et qui scanne les ports, ce qu'on appelle les ports, c'est-à-dire les ouvertures vers votre machine. C'était pas le cas lorsqu'on n'avait pas encore la fibre. Hein. La fibre, il fallait 5 ou 6 minutes. Aujourd'hui, on est au même stade que toutes les machines dans le monde. D'accord ? Donc la problématique de sécurité, c'est plus une problématique locale, hein. C'est une problématique internationale. Tout le monde peut accéder à vos machines. Alors vous me dites, moi j'ai aucun intérêt, sur ma machine personne va... Non, pas forcément. Peut-être que un jour, quelqu'un va attaquer votre machine pour prendre le contrôle, pour pouvoir utiliser votre machine pour attaquer le gouvernement américain. Et là, vous êtes dans de beaux draps. D'accord ? Donc il y a ces effets de rebond qu'il faut prendre en considération. Donc on est vraiment dans un monde hyper connecté. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit conscient de ce qui se passe derrière. D'autres questions? Non. Toi, tu peux poser des questions jusqu'à la fin. Moi, je me demandais, en cas de, par exemple, quand il y a un gouvernement qui serait un peu autoritaire, quel levier il peut avoir sur l'IA et les réponses qui nous sont apportées. Alors, aujourd'hui, l'IA publique est influençable. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut revenir sur des IA propriétaires. L'IA publique, si 15 000 fois on dit que Trump est bon, vous verrez que si vous posez la question, il va vous dire que Trump est bon. Donc ça, effectivement, il y a cet esprit qui est propagé, et je veux dire, on peut influencer l'IA. Donc, pourquoi on revient sur des IA propriétaires? C'est justement pour essayer de bloquer cette partie-là. Et là, effectivement, on est contraint par les gouvernements. Mais on peut aussi faire comme monsieur, se faire une IA locale. Ce sera propre IA. C'est-à-dire avoir son petit moteur d'IA sur une machine et travailler qu'en local. On peut faire ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA, moteurs d'IA qui sont en open source. Vous pouvez les télécharger, les récupérer. Et à ce moment-là, alors en faisant ça, c'est très bien, mais vous n'avez plus la connectivité qu'offre Internet. D'accord ? Toutes ces mises à jour, il faudra les faire en manuel. Voilà. Après, que l'État prenne le contrôle, oui, si l'État est autoritaire, il prend le contrôle. Quand en Iran, ils ont décidé de fermer Internet, ils ont fermé Internet. Hein. Malgré, voilà. Aujourd'hui, on a l'État américain qui fait ce qu'il veut. On subit les conséquences. Hein. Aujourd'hui, on peut même plus. Il faut déclarer, je sais pas combien, 5 réseaux sociaux pour passer par les États-Unis. Ça devient infernal. Donc l'État, c'est l'État. Hein. Si ça change un jour, je pense que heureusement pour nous, on a un État français qui est relativement encore dans les clous. Ouais.
D'autres questions? J'ai répondu à ta question ou... Ouais. Encore deux questions. Merci. Parmi toutes les IA, enfin, il y en a tellement, je ne sais pas si tu la connais, il y a une IA qui s'appelle Venice.ai. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester cette IA. Ah, ok, parce que c'est une IA qui se veut sécuritaire et tout, et c'est la seule IA que je connaisse qui soit complètement débridée. C'est pas pour inciter toute la salle à se connecter dessus, mais et apparemment toutes les données seraient stockées en local. De toute façon, quand on change d'ordinateur, on voit qu'on n'a aucun historique, c'est stocké localement dans la machine. J'ai testé, on peut demander tout et n'importe quoi. Si vous demandez la recette d'un explosif, il va la donner. Ouais. Vraiment. Ouais, on en est à là. C'était savoir si tu avais testé pour voir si vraiment c'est sécuritaire. Et il y a peut-être la deuxième question. Tu parlais de prendre le contrôle d'une machine personnelle pour attaquer le gouvernement américain. Est-ce que tu connais une solution très sécuritaire lorsqu'on se connecte sur Internet où je pourrais passer par un double proxy qui soit ultra efficace pour être anonyme sur Internet? J'ai pas de mauvaises intentions, hein. Je pense que tu fais beaucoup de recherches sur Internet, donc tu vas trouver ton VPN pour faire ce genre de choses. Moi, je te conseille de développer ton VPN tout seul. C'est ce qu'il y a de plus sûr. Si tu développes ton propre VPN avec des serveurs distants, tu seras... J'ai toujours besoin de d'autres proxys. Oui. C'est ça. Ouais, tu seras obligé. Voilà. Et donc, quel proxy utiliser? Parce que, enfin bref, c'est une question de cybersécurité là. Ouais, non mais... Pour vraiment sécuriser toutes les données d'une entreprise, par exemple. Alors moi, je suis pas, je donne pas de marque ni de modèle. Hein. Je veux dire, je travaille sur tous les marques et tous les modèles, donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Je peux pas te dire lequel est le meilleur. Il y a un moment donné, en informatique, la problématique c'est que le temps est important. Aujourd'hui, on veut pas d'une façon dont les choses fonctionnent. Demain, ce sera différent. D'accord? Ça va très vite. Ça va très très vite. Ne serait-ce que avec les machines. Hein.